Tu l'entends? Ce bourdonnement sourd tapis sous le chaos du monde quotidien. Ce n'est pas vraiment un son, plutôt une fréquence, une vibration que certains disent ne pouvoir être perçue que par ceux qui sont accordés au courant profond de l'histoire, du destin et de quelque chose de bien plus ancien que la civilisation elle-même. En cet instant précis, tandis que tu regardes ceci, quelque chose s'éveille. Une main invisible fait tourner les grands rouages du destin. Les anciens l'appelaient le grand basculement, une transformation non seulement des terres et des dirigeants, mais de la nature même de la réalité. Les prophètes l'ont vu, les voyants l'ont rêvé, et maintenant, il est là. Bienvenue dans la zone d'interconnexion. Avant de te plonger dans les vérités étranges et glaçantes que nous allons dévoiler, prends un instant pour liker cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui questionne discrètement la réalité ces derniers temps, et t'abonner si tu sens que tu es prêt à voir le monde comme jamais auparavant. Envisage de devenir membre si tu souhaites soutenir des explorations plus profondes dans les savoirs interdits et les histoires cachées. Et tandis que tu écoutes, garde ton intuition ouverte et ton esprit en alerte, car nous tenons vraiment à connaître tes ressentis. Laisse-les en commentaire dès que quelque chose résonne en toi. Parfois, la section commentaires devient aussi fascinante que les recherches elles-mêmes. À travers l'histoire, certaines voix ont résonné plus fort que d'autres. Non parce qu'elles criaient, mais parce qu'elles murmuraient des vérités capables de plier le temps lui-même. Par-delà les siècles et les cultures, des êtres qui ne se sont jamais rencontrés, jamais parlé, vivant à des mondes de distance, ont décrit le même schéma. Un cycle d'effondrement suivi d'un éveil. Des quatrains cryptiques attribués à Nostradamus aux visions en transe d'Edgar Cayce. De la tranquille certitude de Baba Vanga aux mythologies codées préservées par les anciens indigènes sur tous les continents, le message se répète comme un signal perçant le brouillard. Le monde que nous croyons solide n'est pas éternel. La civilisation n'est pas une destination, c'est une phase. De nombreuses traditions anciennes décrivent la réalité comme stratifiée. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Elles parlaient d'ères de conscience, de cycles répétés où l'humanité progresse technologiquement tout en oubliant quelque chose de bien plus essentiel. Puis vient la correction. Non une punition, mais un rééquilibrage. Un réalignement entre la nature, la conscience et la structure de la société humaine. Le grand basculement n'a jamais été décrit comme uniquement géologique ou politique. Il était psychologique, spirituel, énergétique, un moment où l'humanité est contrainte de se regarder sans illusion. Pendant la plus grande partie de l'histoire, ces idées sont restées enfouies dans des manuscrits obscurs, des enseignements templiers, des traditions orales et des recherches marginales. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inhabituel se produit. Les signes ne sont plus symboliques, ils sont physiques. La planète elle-même semble agitée. Des régions jadis stables tremblent désormais. Le climat oscille dans des extrêmes imprévisibles. Les saisons se chevauchent. Les patterns que les scientifiques suivaient depuis des siècles ne se comportent plus de manière cohérente. Quelle que soit l'explication que l'on préfère, un sentiment grandissant, partagé par des millions à travers le monde, murmure que nous ne vivons pas une époque ordinaire. Et pourtant, dans presque chaque prophétie sur les bouleversements, il est aussi question de préservation. Tous les lieux ne sombrent pas dans le chaos. Certains territoires reviennent inlassablement dans les différentes traditions, comme des havres de stabilité, de refuge ou de renouveau. Ce ne sont pas des endroits parfaits, pas épargnés par les épreuves, mais des lieux qui conservent un certain équilibre durant les cycles tumultueux. C'est presque comme si la Terre elle-même possédait des soupapes de sécurité, des emplacements où les perturbations s'atténuent et où la continuité est préservée. Cet épisode n'est pas une invitation à la peur, c'est une invitation à la reconnaissance des schémas. Nous n'examinons pas des prédictions de fin du monde. Nous explorons une curieuse convergence entre différents prophètes, différents siècles, différentes croyances. Certains lieux apparaissent encore et encore comme des sanctuaires énergétiques durant les périodes de transition globale. Et donc, nous commençons non par un calendrier, mais par une carte. Pas une carte politique, mais une carte énergétique. Loin des centres du pouvoir mondial, au cœur de l'hémisphère sud, se trouve la Nouvelle-Zélande. Depuis des siècles, elle porte une réputation étrange, presque mythique,
malgré son statut de nation moderne. Isolée dans l'immense océan Pacifique, géologiquement jeune mais spirituellement ancienne, elle est souvent décrite dans les cercles ésotériques comme une arche naturelle. Certains interprètes de prophéties parlent d'une terre verte, loin des flammes, où se rassembleront ceux qui se souviennent. Que ce soit littéral ou symbolique, la description colle étrangement à sa géographie. Son sol volcanique fertile soutient une agriculture abondante. Ses chaînes de montagnes forment des barrières naturelles. Sa faible densité de population et son éloignement des grandes zones de conflits géopolitiques la rendent singulièrement autosuffisante. Mais au-delà des caractéristiques physiques, de nombreuses traditions évoquent des énergies telluriques, ces motifs subtils naturels que certains nomment lignes de lait, qui s'entrecroisent sous certaines parties de l'île du Sud. Les croyants pensent que ces intersections agissent comme des stabilisateurs, maintenant l'équilibre écologique et même psychologique en temps de stress planétaire. Ce qui rend cela particulièrement intriguant, c'est que, selon les différentes interprétations, le refuge n'est pas décrit comme une forteresse. Il est présenté comme un point de rassemblement, un lieu vers lequel les gens sont attirés non par décret, mais par instinct. Arrête-toi un instant ici et dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti une attirance inexplicable vers un endroit où tu n'as jamais vécu, un pays, une chaîne de montagnes ou même un désert que tu ne peux expliquer rationnellement? Beaucoup rapportent cette sensation bien avant d'entendre parler de ces traditions, car selon de nombreux enseignements ésotériques, l'intuition n'est pas seulement une émotion, elle pourrait être une mémoire. Et si cette idée est ne serait-ce que légèrement possible, alors ce dont nous parlons ce soir n'est pas seulement de géographie, c'est de reconnaissance. Si la Nouvelle-Zélande est souvent décrite comme un sanctuaire de distance, le lieu suivant en est presque l'opposé. Au lieu de l'isolement dans l'océan austral, imagine une terre surgissant directement du feu et de la glace, où la terre ne cache pas ses mouvements, mais les exhibe ouvertement. L'Eland semble presque irréelle la première fois qu'on la découvre. La vapeur s'élève du sol en plein hiver, les geysers jaillissent sans prévenir, et les champs volcaniques s'étendent comme la surface d'une autre planète. Pourtant, dans de nombreuses traditions ésotériques, de tels paysages n'ont jamais été jugés hostiles. Ils étaient considérés comme éveillés. Parmi les chercheurs spirituels et les interprètes intuitifs, l'Islande est fréquemment décrite comme un point de convergence. Un lieu où le voile entre les réalités matérielles et subtiles est plus fin. Pas fin au sens d'une fantaisie mystique, mais fin symboliquement. Un endroit où la nature rappelle constamment à l'humanité que la planète est vivante. Le sol se déplace, les océans bouillonnent, et le ciel danse avec des aurores qui semblent presque intentionnelles. Pour les observateurs anciens, cela n'aurait pas ressemblé à du chaos. Cela aurait ressemblé à une communication. Certaines interprétations des lectures d'Edgar Cayce suggéraient que les terres du Nord deviendraient de plus en plus significatives à mesure que les schémas climatiques se réorganiseraient. Cayce ne nommait pas directement les pays comme on l'attend aujourd'hui, mais il insinuait à plusieurs reprises que des régions autrefois jugées hostiles deviendraient essentielles pour les futures implantations humaines. L'Islande correspond à cette description de façon frappante. Elle possède de l'eau douce, de l'énergie géothermique, des pêcheries abondantes et une population habituée à coexister avec les forces naturelles plutôt qu'à les dominer. Et c'est peut-être là le schéma plus profond. Les lieux mentionnés dans les prophéties ne sont pas toujours technologiquement dominants. Ils sont équilibrés sur le plan environnemental. Les sociétés qui coopèrent avec la géographie plutôt que de la combattre semblent être systématiquement mises en avant. Quand on observe attentivement, le motif est subtil mais cohérent. La résilience est liée non au pouvoir, mais à l'harmonie. En descendant vers le sud, à travers l'Atlantique, nous atteignons un pays dont on parle rarement dans les conversations globales. L'Uruguay ne fait pas les gros titres, et c'est peut-être précisément pour cela qu'il apparaît souvent dans les interprétations prophétiques modernes. Petit, stable, agricole et politiquement modéré, il s'est discrètement forgé une réputation parmi les futurologues et les planificateurs off-grid comme une zone potentielle de continuité. Ce qui fascine les chercheurs, ce n'est pas seulement ses terres fertiles ou sa population gérable, c'est son rythme social. Les nations, comme les individus, portent une atmosphère psychologique. Certaines semblent perpétuellement tendues, d'autres transitoires. L'Uruguay dégage souvent une impression de stabilité.
Dans de multiples lectures intuitives recueillies au fil des décennies, il apparaît comme un lieu où la reconstruction pourrait se faire après des perturbations généralisées ailleurs. Certains l'appellent même un jardin caché, non parce qu'il est intact, mais parce qu'il est équilibré. Passons maintenant à un environnement totalement différent. Perché haut dans l'Himalaya se trouve le Bhoutan, un pays qui semble presque délibérément préservé dans le temps. Alors que le monde moderne mesure le progrès par la production et la consommation, le Bhoutan le mesure par le bien-être. Sa philosophie directrice du bonheur national brut n'est pas une politique symbolique, mais un véritable cadre de gouvernance. Cela seul serait inhabituel, mais dans le contexte prophétique, cela devient profondément intrigant. Dans certaines traditions tibétaines, il est question de vallées cachées, des sanctuaires protégés non par des murailles, mais par l'éloignement et la discipline spirituelle. Elles étaient parfois décrites comme des reflets terrestres de Shambhala. Non un paradis mythique, mais une mémoire culturelle protégée, un lieu où le savoir survit durant les cycles chaotiques. La géographie du Bhoutan, montagneuse et difficile d'accès, le protège naturellement de nombreuses pressions extérieures. Mais la véritable protection décrite dans les traditions n'est pas physique, elle est conscience. Selon ces interprétations, la survie durant les grandes transitions dépend non seulement des ressources, mais de la vision du monde. Les sociétés organisées autour de l'harmonie, de la retenue et du respect de la nature ont tendance à perdurer plus longtemps que celles fondées uniquement sur l'expansion. Le Bhoutan est souvent cité comme un exemple vivant de ce principe. Il n'est pas parfait, mais il conserve une orientation vers l'équilibre que les textes anciens soulignent sans cesse. À ce stade, on remarque quelque chose d'important. Aucun de ces lieux n'est présenté comme à l'abri des épreuves. La prophétie ne promet jamais un monde sans défis. Elle suggère plutôt des zones où les perturbations sont atténuées suffisamment pour que la continuité reste possible. L'idée n'est pas tant d'échapper que de préserver. Préserver le savoir, la culture et la stabilité psychologique pendant que les grands systèmes se réorganisent. Cela nous amène à un exemple paradoxal, le Canada. Contrairement aux précédents endroits, le Canada est immense et très varié. Certaines parties, notamment les côtes, pourraient subir de forts changements environnementaux. Pourtant, plusieurs interprétations prophétiques, en particulier celles liées à Casey, mentionnent les territoires du Nord qui deviendraient progressivement plus habitables. Des terres autrefois figées par le froid deviendraient viables pour l'agriculture. Pas du jour au lendemain, pas de façon spectaculaire, mais peu à peu. Le Canada détient l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il possède un espace terrestre considérable et une densité de population relativement faible dans son intérieur. Symboliquement, cela évoque une sorte de frontière, non pas au sens historique d'expansion, mais de renouveau. Un lieu où les sociétés pourraient se réorganiser selon d'autres principes après les tensions ailleurs. Et c'est là que la discussion prend un léger tournant. La prophétie ne décrit pas des survivants choisis au hasard. Elle semble plutôt évoquer des mouvements migratoires naturels qui se produisent quand les environnements changent. Les gens se dirigent vers la stabilité. Ils l'ont toujours fait, ils le feront toujours. Ce qui est inhabituel, ce n'est pas la migration en soi. C'est la constance avec laquelle ces mêmes régions reviennent dans des traditions séparées par des siècles. Avant d'aller plus loin, faites une pause et dites-nous en commentaire lequel de ces lieux vous surprend le plus. Pas si vous croyez littéralement aux prophéties, mais si l'un d'eux provoque chez vous une réaction intuitive. Vous seriez peut-être étonné de voir combien de personnes partagent la même impression, car l'idée profonde derrière tout cela n'est pas seulement géographique. C'est une question d'alignement. L'alignement est un mot étrange quand on l'applique à des civilisations entières. Pourtant, il revient sans cesse dans les mythes, les prophéties et même la philosophie. Les anciens ne séparaient pas l'humanité de la Terre, comme le fait souvent la pensée moderne. Ils voyaient les sociétés comme des prolongements de leur environnement. Une culture née au bord des forêts se comportait différemment de celle née dans le désert. Un peuple façonné par l'océan développait d'autres instincts que celui modelé par la montagne. En d'autres termes, la géographie influençait la conscience. Et quand les traditions prophétiques décrivent certaines régions qui traversent les périodes de bouleversement, elles parlent souvent d'endroits où le comportement humain s'harmonise avec la Terre plutôt que de la dominer. Cela nous conduit à la Scandinavie, Norvège,
Suède et Finlande, des terres profondément ancrées dans l'histoire écrite comme dans la mémoire mythique. Ces pays sont souvent associés à des climats froids et à de longs hivers. Pourtant, dans leurs récits anciens, on trouve un thème curieux. Les mythes nordiques parlent bien du Ragnarok, une catastrophe qui met fin au monde. Mais il ne s'arrête pas là. Après la destruction vient le renouveau. Après le feu et l'inondation, surgit une nouvelle terre verte émergeant des eaux, habitée par ceux qui ont survécu dans des lieux cachés. Les interprètes modernes trouvent ce symbolisme frappant, car la Scandinavie d'aujourd'hui réunit beaucoup des facteurs de survie mentionnés dans divers cadres prophétiques. Eau douce abondante, vaste forêt, faible densité de population et structures communautaires solides. Ces sociétés ont développé une résilience culturelle bien avant les technologies modernes. Pendant des siècles, la survie dépendait de la coopération, de la préparation et du respect des cycles saisonniers. La difficulté n'était pas exceptionnelle là-bas. Elle était attendue et donc anticipée. Plusieurs visions intuitives contemporaines décrivent même la Suède comme un futur centre pour une science différente. Non pas purement technologique, mais intégrative. Un mélange de compréhension environnementale, de psychologie et d'innovation. Qu'il s'agisse de symboles ou de réalité littérale, cette image s'aligne sur une idée plus large, répétée dans de nombreuses traditions. La prochaine phase du développement humain exigera de combiner l'intellect avec la conscience plutôt que de les séparer. Mais arrivons maintenant à une question plus complexe. Si certains lieux reviennent constamment comme zone de stabilité, qu'en est-il des régions puissantes d'aujourd'hui? Que dire des nations qui dominent l'attention mondiale? États-Unis, Chine, Inde et grande partie de l'Europe. Ici, la prophétie devient moins géographique et plus conditionnelle. Dans de nombreuses interprétations associées à Edgar Cayce, les États-Unis ne sont pas décrits comme condamnés, mais comme mis à l'épreuve, une nation carrefour. Son avenir dépend non seulement du leadership ou des politiques, mais des choix collectifs de sa population. Certaines lectures décrivent symboliquement la côte ouest subissant des changements géologiques, tandis que les régions intérieures se réorganisent sur les plans culturels et spirituels. D'autres évoquent des éveils surgissant d'endroits inattendus, déserts, communautés rurales, voire centres urbains surpeuplés où la difficulté force l'introspection. L'idée clé n'est pas la destruction, mais le choix. La suggestion est que les sociétés puissantes affrontent un défi différent des plus petites. Au lieu de survivre par l'isolement, elles doivent se transformer par la prise de conscience. Une société influente doit décider de l'usage qu'elle fait de cette influence. Selon ces interprétations, l'issue n'est pas prédéterminée. La Chine apparaît dans la prophétie avec un symbolisme tout aussi complexe. Souvent représentée par le dragon, elle est décrite non pas comme s'effondrant définitivement, mais comme connaissant un profond réajustement intérieur, des périodes de rigidité suivies de phases de redécouverte philosophique. Certaines interprétations suggèrent même qu'après une forte tension interne, la Chine pourrait émerger en valorisant les traditions de sagesse aux côtés de la modernisation. L'image porte moins sur la géographie physique que sur l'identité civilisationnelle. Une culture qui se souvient de parties d'elle-même qu'elle avait temporairement mise de côté. L'Inde occupe peut-être la position la plus fascinante dans ces interprétations. Berceau de certaines des plus anciennes traditions spirituelles continues sur Terre, elle incarne la mémoire elle-même. Les philosophies anciennes sur la conscience, les cycles du temps et la conscience intérieure y sont nées bien avant la science moderne. Pourtant, l'Inde contemporaine connaît aussi une croissance industrielle et technologique rapide. De nombreux interprètes suggèrent que son avenir dépend de l'équilibre. Si elle intègre le progrès à la sagesse, elle devient une influence guidante. Si elle abandonne l'un pour l'autre, elle risque des tensions internes. En d'autres termes, la prophétie ici ne concerne pas tant le territoire que le souvenir. Et puis il y a les lieux non liés à des nations. Dans de nombreuses traditions apparaissent des références à des hauts plateaux et des sanctuaires reculés. Les Andes, certaines vallées cachées de l'Himalaya, des régions des Alpes et même l'intérieur de l'Australie. Ces endroits sont décrits non pas comme sûrs parce qu'ils sont défendus, mais parce qu'ils sont calmes. Ce sont des lieux où le rythme de la nature domine encore les agendas humains. L'image récurrente n'est pas un bunker, c'est un refuge de perspective,
Un endroit où l'on peut penser clairement pendant que les grands systèmes se réorganisent ailleurs. À ce stade, le schéma devient plus net. La prophétie ne décrit pas une loterie de survie. Elle décrit la préservation de la conscience. Lors des grandes transitions, les sociétés qui restent psychologiquement ancrées s'adaptent plus vite que celles qui dépendent entièrement de systèmes complexes. Plus simple ne veut pas dire primitif, cela veut dire résilient. Alors maintenant, je vous pose la question directement, pas de façon hypothétique, mais personnelle. Au cours des dernières années, avez-vous ressenti, même subtilement, un changement dans votre façon de voir le monde? Pas de la panique, pas de la peur, mais un sentiment discret que les structures familières semblent moins permanentes qu'avant. Dites-moi dans les commentaires. Vous pourriez découvrir que vous êtes loin d'être seul, car selon de nombreuses traditions, le grand changement n'est pas un événement que l'on observe de loin. C'est une expérience que l'on ressent de l'intérieur. Ce qui rend l'idée d'un grand changement si troublante, ce n'est pas la perspective du changement lui-même. L'humanité a toujours traversé des transformations. Empires qui s'élèvent et s'effondrent, frontières qui se redessinent, technologies qui remplacent les anciennes. Ce qui dérange vraiment, c'est le sentiment que le changement dont on parle aujourd'hui va bien au-delà de la politique ou de l'économie. Beaucoup de traditions évoquent un moment où l'humanité ne se contente plus de réorganiser ses sociétés, mais où elle réexamine la réalité elle-même. Les philosophes anciens décrivaient souvent le temps non comme une ligne droite, mais comme un cycle. Les civilisations se développent vers l'extérieur. Elles deviennent plus complexes, plus connectées, plus puissantes. Puis elles atteignent un seuil où la complexité dépasse la compréhension. Les systèmes deviennent si sophistiqués que les individus se sentent déconnectés de leur propre existence. À ce moment-là, le cycle s'inverse. L'attention passe de l'expansion au sens. Certains chercheurs estiment que nous approchons précisément de ce seuil. Pas la fin du monde, mais la fin d'une certaine façon de le percevoir. La technologie nous a offert une portée inédite, et pourtant beaucoup ressentent une désorientation croissante. L'information est permanente, mais la clarté se fait rare. La connexion est instantanée, et pourtant, la solitude augmente. Les textes anciens avertissaient que de telles contradictions précéderaient une période de rééquilibrage, non imposée d'en haut, mais née d'une prise de conscience collective. C'est là que la prophétie cesse de parler de géographie pour parler de conscience. Les pays et régions dont nous avons parlé peuvent offrir une stabilité physique, mais l'enseignement le plus profond concerne la stabilité psychologique. Une société survit au bouleversement quand ses membres savent s'adapter intérieurement, quand la peur ne dicte plus chaque décision, quand la coopération remplace la réaction, quand la présence remplace la distraction. Dans de nombreuses traditions, le grand changement est présenté comme un éveil plutôt qu'une catastrophe. Les secousses, qu'elles soient environnementales, économiques ou sociales, agissent comme une pression. La pression force l'attention. L'attention force la réflexion. La réflexion entraîne le changement. Dans ce sens, le basculement n'arrive pas à l'humanité. Il se produit dans l'humanité. On peut déjà en voir les premiers signes. Partout dans le monde, de plus en plus de personnes remettent en question des évidences qu'elles acceptaient autrefois sans réfléchir. Parcours professionnel, définition du succès, mode de vie, priorité. Certains quittent les grandes villes pour des environnements plus calmes. D'autres redécouvrent des savoirs jugés désuets. Cultiver sa nourriture, comprendre la nature, créer des liens locaux. Ces choix ne sont pas coordonnés et pourtant ils surgissent simultanément dans différentes cultures. C'est exactement ainsi que les grandes transitions civilisationnelles se sont manifestées dans les archives historiques. Non pas un moment spectaculaire unique, mais des millions de petites décisions qui convergent vers une nouvelle direction. Du coup, la notion de « lieu sûr » prend un sens nouveau. La sécurité ne se limite plus à être loin des conflits. Elle consiste surtout à disposer de la stabilité intérieure qui permet de penser clairement. Quand on pense clairement, on prend de meilleures décisions. Et quand les communautés prennent de meilleures décisions, elles s'adaptent au lieu de se fracturer. Ces sanctuaires prophétisés pourraient en réalité être des environnements où il est simplement plus facile de préserver cette clarté. Et voici l'essentiel. Rien de tout cela ne signifie qu'il faille renoncer à la vie moderne ou vivre dans la peur de ce qui vient. Les enseignements sont clairs. Ils insistent sur la conscience,
pas sur le retrait. Le grand changement est décrit comme une participation de chacun. Chaque personne y contribue par ses choix, sa façon de traiter les autres, ce qu'elle valorise, ce qu'elle construit, ce qu'elle protège. Dans beaucoup de traditions, l'éveil ne commence pas par les gouvernements, il commence par les individus. Une prise de conscience se propage doucement, de personne à personne, jusqu'à créer un véritable élan culturel. Cela ne se fait ni instantanément, ni parfaitement, mais on peut le percevoir. Alors je vous pose la question très sincèrement. Vos priorités ont-elles bougé ces derniers temps? Vous surprenez-vous à accorder moins d'importance aux apparences et plus au sens, moins à la vitesse et plus au but? Si cela vous parle, dites-le dans les commentaires. Vous découvrirez peut-être que vous vivez le même mouvement intérieur que décrivent des textes vieux de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Car peut-être, simplement peut-être, ce bourdonnement dont nous parlions au début n'est pas extérieur. Peut-être est-ce une reconnaissance, la prise de conscience que le monde n'est pas en train de finir, mais de se transformer, et que l'humanité n'est pas seulement spectatrice de cette transformation, elle en fait partie. Et si c'est le cas, alors la carte dont nous sommes partis n'était jamais seulement une carte des lieux sur Terre. C'était aussi une carte de l'esprit humain. Si la carte est en partie intérieure, la question change vraiment. Il ne s'agit plus seulement de savoir où les événements se produiront, mais comment nous y répondrons. Et curieusement, presque toutes les traditions prophétiques, quelle que soit leur culture ou leur langue, aboutissent au même message. Le grand changement n'est pas fait pour être regardé comme un spectacle. Il est fait pour être reconnu comme une responsabilité. Dans les civilisations anciennes, le savoir ne se conservait pas seulement dans des livres, il se transmettait par le comportement. Les anciens enseignaient que la sagesse ne réside pas dans ce que l'on sait, mais dans la façon dont on reste calme quand tout devient incertain. Dans les périodes difficiles, les personnes stables deviennent des ancres pour les autres. Familles, quartiers, communautés entières se réorganisent autour de celles et ceux qui gardent la tête froide et pensent au lieu de simplement réagir. Les prophéties sur les sanctuaires et les terres refuges prennent alors tout leur sens. Le vrai refuge n'est pas seulement un endroit sur une carte, c'est un état d'esprit capable de rester équilibré pendant que tout change autour. C'est sans doute pour cela que tant de régions évoquées partagent une même qualité, l'éloignement de l'urgence permanente. Montagne, campagne, lieux qui demandent de la patience, tous invitent à ralentir. Et ralentir mène à mieux percevoir. Quand on voit plus clairement, la peur perd de sa prise. Les enseignements le répètent. La panique répand le chaos bien plus vite que n'importe quel événement extérieur. Tout au long de l'histoire, les périodes de transition ont toujours produit deux réactions simultanées. Certains rétrécissent leur vision, deviennent défensifs, méfiants, submergés. D'autres deviennent plus attentifs, plus collaboratifs, plus curieux. La différence n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de présence. L'un réagit au bruit, l'autre écoute le sens. Ce bourdonnement dont nous parlions au tout début pourrait bien être cette conscience qui grandit. Des millions de personnes sentent que les systèmes qu'elles croyaient éternels sont en réalité temporaires et que les valeurs qu'elles négligeaient deviennent soudain essentielles. Communauté, empathie, résilience, adaptabilité, compréhension. Ce ne sont plus des luxes philosophiques, ce sont des compétences de survie. Beaucoup d'interprétations prophétiques suggèrent même que la prochaine phase de l'humanité ne tournera pas autour d'une nouvelle technologie, mais autour d'une nouvelle relation au savoir. Moins accumuler de l'information sans fin, plus appliquer la sagesse avec intention. Nous possédons déjà des outils extraordinaires. Le défi maintenant est d'apprendre quand s'en servir et quand s'en passer. C'est une question d'équilibre, pas d'excès. C'est pour les éveils, soyons honnêtes, sont rarement confortables. Ils impliquent de lâcher d'anciennes certitudes, mais ils dissipent aussi la confusion. Quand on se réveille d'un rêve, le monde ne disparaît pas, il devient simplement plus net. Peut-être que le vrai rôle de ces prophéties n'était pas de nous donner un calendrier ou un manuel de survie, mais de préparer notre regard, de rappeler aux générations futures que, dans les temps incertains, la décision la plus importante n'est pas l'endroit où l'on se trouve physiquement, mais la façon dont on se tient mentalement et émotionnellement. Regardez encore une fois le schéma que nous avons suivi. Îles reculées, sociétés équilibrées, sanctuaires en montagne, frontières nordiques, cultures et continents différents, mais les mêmes qualités reviennent sans cesse,
adaptabilité, respect de la nature, communauté, conscience, modération. Les enseignements ne désignent pas une issue de secours. Ils indiquent une direction de croissance. Il s'agit moins de nous avertir d'une destruction que de nous proposer un chemin d'évolution. Et cela nous ramène à vous. Où que vous soyez en ce moment, vous faites déjà partie de la ligne temporelle que ces traditions décrivaient. Non comme spectateur, mais comme participant. Les conversations que vous avez, les choix que vous faites, votre façon de traiter les autres dans les moments tendus, la manière dont vous interprétez les événements, tout cela contribue à l'atmosphère de demain. L'histoire n'est pas écrite seulement par les dirigeants ou les nations. Elle l'est par des gens ordinaires qui répondent à des situations extraordinaires. Alors je vous invite, quand cette vidéo se terminera, à faire une petite pause et à réfléchir à quelque chose de simple. Pas à des prédictions, mais à l'alignement. Quelles habitudes vous rendent plus clair? Quels environnements vous aident à penser? Quelles personnes font ressortir votre patience plutôt que votre anxiété? Parfois, se préparer n'est pas spectaculaire. Parfois, c'est simplement améliorer discrètement sa façon de vivre au jour le jour. Et maintenant, j'ai vraiment envie de vous lire. Ressentez-vous, vous aussi, que le monde change psychologiquement, pas seulement physiquement? Avez-vous l'impression que les gens autour de vous remettent davantage en question leurs anciens schémas qu'il y a quelques années? Dites-le dans les commentaires. Partagez d'où vous regardez et quels changements vous observez dans votre quotidien. Vous découvrirez peut-être que des personnes du monde entier remarquent exactement la même chose au même moment. Si ce parcours a ouvert ne serait-ce qu'une petite porte dans votre façon de penser, prenez un instant pour soutenir la chaîne. Mettez un like afin que d'autres puissent trouver cette réflexion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a ces discussions en privé et abonnez-vous à la zone interconnectée si vous souhaitez continuer à explorer ces idées ensemble. Vous pouvez même devenir membre pour nous aider à plonger plus profondément dans l'histoire cachée et les schémas inexpliqués. Si vous pensez que ce contenu mérite de perdurer, laissez un super merci. Cela nous aide énormément à poursuivre nos recherches et à produire ces explorations longues et approfondies. Vous pouvez aussi booster la vidéo avec l'option « Hype » pour la faire rayonner davantage et attirer d'autres esprits curieux dans la discussion. Nous vivons une époque que les générations futures étudieront avec attention. Elles voudront savoir ce que cela faisait, ce en quoi les gens croyaient et comment ils ont réagi. Peut-être, seulement peut-être, que ce grand basculement ne sera pas retenu comme une catastrophe, mais comme le moment où l'humanité a recommencé à vraiment prêter attention. À la prochaine, restez connectés, restez curieux et rappelez-vous, tous ceux qui s'émerveillent ne sont pas perdus.